Au crépuscule, sur la Méditerranée orientale, on voit des files de cargos qui attendent pour entrer dans le canal de Suez. En mer Rouge, ça bourdonne de patrouilles. Alors, la question, ce n'est pas de savoir si le Caire a une armée, ça c'est une évidence. La vraie question, c'est quelle est la puissance réelle de cette force aujourd'hui, en 2025 ? C'est ça qu'on va décortiquer. Pour vraiment saisir la puissance militaire de l'Égypte, il faut oublier les gros titres et les classements. Il faut l'analyser comme le font les gens sur le terrain, les opérateurs. Et pour ça, notre analyse va s'articuler autour de 3 axes bien précis. D'abord, la logique stratégique qui se cache derrière cette armée. Ensuite, sa capacité opérationnelle, la vraie, celle du terrain. Et enfin, les impératifs géographiques qui en fait dictent chacune de ces décisions. Alors, il faut bien comprendre que la posture militaire égyptienne d'aujourd'hui, elle n'est pas sortie de nulle part. Non, elle a été forgée par l'histoire, par des chocs violents qui ont complètement changé sa façon de voir les choses. En gros, 3 moments clés ont tout changé. D'abord, le succès tactique de la traversée du canal en 1973, qui a un peu effacé le traumatisme de 1967. Puis le grand tournant, la paix avec Israël en 1979. À partir de là, la donne n'est plus la même. L'Égypte n'a plus besoin de se concentrer sur un seul adversaire. Ça lui a permis de développer une stratégie beaucoup plus large, une stratégie de résilience. Et aujourd'hui, cette résilience, elle passe surtout par la diversification des fournisseurs. L'idée est simple. Si une porte se ferme, une autre reste ouverte. Bon, cette évolution stratégique, elle a bien sûr façonné la force qu'on voit aujourd'hui. Alors, allons voir la réalité du terrain. Et là, tout commence par une question d'échelle et par la géographie immense que cette armée doit contrôler. 440 000. C'est un chiffre impressionnant, bien sûr. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment ces troupes sont réparties. Elles ne sont pas concentrées en un seul point. Non, elles sont déployées pour couvrir des zones vitales. Le Sinaï, bien sûr, la zone du canal, l'immense frontière avec la Libye et toute la côte de la mer Rouge. C'est une force pensée pour le contrôle, la stabilité et une surveillance de tous les instants. Il faut parler de la longue et très coûteuse lutte contre les groupes terroristes dans le Sinaï. Ça a été une leçon dure, mais fondamentale. Ça a forcé l'armée à changer, à devenir plus patiente. Elle a appris à fusionner les renseignements de toutes ses sources, drones, avions, satellites, et elle a vraiment perfectionné la coordination entre ses forces au sol et ses avions. Le point clé ici, c'est que ces leçons, elles ont rendu l'armée plus efficace, et pas seulement dans le Sinaï. Cette armée, elle n'est pas conçue pour aller conquérir des pays lointains. C'est une force de stabilisation bâtie pour maintenir l'ordre chez ses voisins et pour servir de pivot à des opérations complexes impliquant toutes les branches de l'armée. Le fait qu'elle construise des bases modernes et qu'elle puisse entretenir elle-même ses chars Abrams le prouve, tout est pensé pour durer, pour tenir dans la longueur. Et justement, cette fameuse intégration air-sol perfectionnée dans le Sinaï, ça nous amène tout droit à la puissance aérienne égyptienne. Une puissance qui est bien plus subtile qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste une question de nombre d'avions, c'est surtout la façon très intelligente dont ces défenses sont organisées, en plusieurs couches. Ce qui est fascinant, quand on regarde leur flotte, c'est le mélange. On a des F-16 américains qui font le gros du travail, des Rafales français pour les frappes de précision et la guerre électronique, et des MiG-29 russes pour la souplesse. Ça peut paraître compliqué à gérer, cet arsenal hétéroclite, mais en fait, ça donne aux stratèges un avantage énorme, la résilience. Si jamais il y a une pression politique ou un problème d'approvisionnement avec un pays, l'Égypte a toujours des solutions de rechange. Mais au-delà des avions de chasse, la véritable colonne vertébrale de la puissance aérienne égyptienne, ce qui la rend vraiment redoutable, c'est son système de défense aérienne. Il est dense, il est intégré et il est superposé. L'objectif ici, ce n'est pas de rendre le ciel complètement impénétrable, ça personne ne peut le faire. Non, l'objectif c'est de rendre toute attaque sur les infrastructures vitales, les villes, les bases et surtout le canal, tellement coûteuse, tellement imprévisible que n'importe quel adversaire y réfléchira à 2 fois. C'est de la dissuasion par la complexité. On passe maintenant à la marine. Une marine qui a été complètement transformée pour être capable de faire 2 choses en même temps. 2 missions vitales imposées par la géographie si particulière du pays. D'un côté, protéger le canal de Suez, la jugulaire économique de l'Égypte. De l'autre, et en même temps, projeter une force qui pèse dans 2 mers différentes, la Méditerranée et la mer Rouge. C'est un défi énorme et c'est ce défi qui a façonné toute la marine égyptienne moderne. Les pièces maîtresses de cette flotte, ce sont les 2 porte-hélicoptères de classe Mistral, de vraies plateformes de commandement flottantes. Autour d'eux, on trouve des frégates et corvettes européennes très modernes et des sous-marins allemands. Et pour rendre cette stratégie des 2 mers bien réelle, 2 nouvelles bases navales géantes ont été construites. Une en Méditerranée pour garder un œil sur la Libye et une autre en mer Rouge pour sécuriser le sud du canal de Suez. Le résultat, il est sans appel. Quand on parle de la capacité à mener des opérations amphibies, c'est-à-dire débarquer des troupes et du matériel depuis la mer, l'Égypte est dans une catégorie à part. Elle se détache très nettement de tous les autres pays arabes. L'achat des Mistral lui a donné une capacité de projection qu'aucun de ses voisins ne possède.
Alors au final, quel est le verdict? Quand on met tout ça bout à bout, l'armée de terre, l'aviation, la marine, où est-ce qu'on place vraiment l'Égypte sur l'échiquier régional? Le mot-clé, c'est équilibre. En termes de taille, d'effectifs, de base, l'Égypte joue clairement dans la cour des grands. Mais sa force unique, c'est cette capacité à projeter une puissance navale crédible sur 2 mers en même temps, ce qui en fait le numéro 1 du monde arabe sur ce plan. Sa crédibilité interarmée, c'est-à-dire sa capacité à faire travailler ensemble ces différentes forces, est solide. Évidemment, aucune armée n'est parfaite. Il reste des défis, comme le casse-tête de la standardisation des munitions avec des équipements aussi variés, ou la gestion des stocks. Mais ses points forts, une défense aérienne en couche, une marine moderne avec une capacité amphibie unique et des forces terrestres expérimentées, sont décisifs pour ses objectifs stratégiques. Finalement, on en revient toujours au même point, le canal de Suez. Tout l'appareil militaire égyptien est conçu pour protéger cette artère vitale. Quand le trafic en mer Rouge est perturbé, pour le Caire, ce n'est pas juste un titre dans les journaux, c'est un problème budgétaire immédiat. C'est ça qui explique les investissements massifs dans la marine et la défense aérienne. Et c'est là le véritable avantage de l'Égypte. Ce n'est pas seulement la taille. C'est une force massive, oui, mais rendue efficace par la routine. Une routine de tous les instants, exigeante, imposée par une géographie qui ne laisse aucun répit. C'est cette capacité à faire fonctionner la machine jour après jour qui fait la différence entre une armée de parade et une armée qui pèse vraiment. Et c'est ça toute la différence. Quand la tension monte, en mer Rouge ou en Méditerranée, l'Égypte n'improvise pas. Elle déroule des plans qui ont été répétés des centaines de fois. C'est ce qui fait la distinction entre une force qui existe sur le papier et une force qui compte vraiment sur la scène internationale. Et dans cette région, compter, c'est la seule chose qui importe.